La PlayStation 5 édition standard à moins 100 € chez Cdiscount? C'est sérieux? Oui, c'est les Days of Play. La console est à 449 €. Et il y a aussi des réductions sur les jeux et les accessoires. Ma PS4 tient encore la route, mais là... C'est le moment de passer à la PS5. Meilleur graphisme, manette nouvelle génération et un super catalogue. Moins 100 €? Je me lance. Pendant les Days of Play, moins 100 € sur la PlayStation 5 édition standard chez Cdiscount. Et aussi des réductions sur une sélection de jeux et accessoires. Offre valable jusqu'au 11 juin dans la limite des stocks disponibles, voire modalité sur cdiscount.com. Le cheval plaît beaucoup, c'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Et si l'on retournait à Wellington? Cette conversation a été enregistrée lors de notre séjour à Wellington en janvier dernier. Après Bitsy Madden, Ken Farrington ou encore Katie Prudent, voilà un autre nom emblématique et incontournable de l'équitation américaine. Avec 5 médailles olympiques sur 6 participations, McLean Ward est l'un des cavaliers les plus titrés du continent américain. Cette année, il fêtera ses 50 ans, complétera sa 35e saison au plus haut niveau du saut d'obstacle international. Impressionnant. Mais ce qui nous a le plus frappé en enregistrant cet épisode, c'est bien sa vision et sa philosophie. McLean réfléchit, analyse, étudie, organise, structure. Rien n'est jamais laissé au hasard et chaque performance semble être une récolte plus qu'un résultat, le fruit d'un cheminement bien défini. S'appuyant sur un système bien huilé, il s'assure de conserver son rang, saison après saison, échéance après échéance. Vous le comprendrez dans cet épisode, McLean Ward est un athlète de haut niveau dans toutes les aspérités que ce terme suggère. Bonne écoute. Are you ready, McLean? I'm ready. Bonjour McLean, merci beaucoup de nous accueillir ici. On est en plein milieu de vos écuries. Peut-être que les gens d'ailleurs qui vont écouter cet épisode entendront le bruit des chevaux, tout le brouhaha derrière, mais c'est vraiment génial d'être ici. It's part of the life. McLean, je vais vous présenter, puis je vous demanderai de nous raconter votre histoire. Vous êtes un cavalier américain de saut d'obstacle, l'un des plus titrés de tous les temps. Vous avez participé à 6 Jeux olympiques, remporté 5 médailles, ce qui est assez incroyable. Vous avez remporté la médaille d'or par équipe à Athènes en 2004. Vous avez également remporté la médaille d'or par équipe avec Bitsy, Laura et Andrew Simpson à Pékin en 2008. Vous aviez remporté la médaille d'argent par équipe avec Double H Azur. À Rio et à Tokyo également, vous avez été médaillé en argent par équipe. Et cette année, l'année dernière, aux Jeux Olympiques de Paris, vous avez remporté la médaille d'argent avec Carl Cook, Bitsy Madden et Laura Kraut. C'est évidemment un palmarès très impressionnant. On ne peut que se demander comment vous êtes devenu un athlète aussi brillant, performant, aussi durable, aussi bien sûr. Car peu de personnes, finalement, sur le circuit ont connu autant de succès que vous. Avant de commencer, on aimerait que vous nous racontiez votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout ça a commencé, d'où vous venez, comment était votre enfance finalement, et comment est-ce que vous êtes devenu l'athlète que vous êtes aujourd'hui? Et je sais que c'est une longue histoire à raconter. Oui, déjà, merci pour vos compliments. Malheureusement, tout cela est derrière nous et nous devons rester concentrés sur l'avenir. Et tous ces succès sont bien sûr en grande partie liés aux chevaux incroyables que j'ai eu la chance de monter et aux personnes extraordinaires qui m'ont toujours entouré. Mon histoire a commencé avec mes 2 parents qui ont toujours pratiqué ce sport et travaillé dans ce milieu.
Mon père était un cavalier de Grand Prix performant et ma mère était entraîneuse et enseignante d'équitation. Je suis né dans ce sport. Je suis né dans une ferme. Nous vivions au-dessus de l'écurie à New York. C'était notre vie. Il m'a donc été assez facile de découvrir le sport et de commencer à monter. C'est une anecdote amusante que j'ai racontée à plusieurs reprises, mais je n'étais pas très doué au début. Je ne montrais pas beaucoup de talent quand j'étais à poney, à tel point que certains collègues de mon père étaient très inquiets et tenaient beaucoup à faire savoir à mon père que je n'étais pas très doué, car c'était un homme assez exigeant et avait une forte personnalité, donc il savait que cela risquait de créer des tensions si son fils n'était pas doué dans un domaine qui lui tenait à cœur. Heureusement, j'ai continué à monter à cheval. Les choses ont commencé à changer. J'ai montré un peu plus de potentiel et ma carrière a décollé au début de mon adolescence. Notre histoire est vraiment unique, car l'équipe qui m'entoure, dont les membres les plus connus sont Lee et Erika McKeever, est très importante. Lee est ici avec nous aujourd'hui, dans l'écurie. Sa femme est chez nous, à New York. Nous sommes ensemble depuis le début. Nous avons commencé à travailler ensemble quand j'avais 14 ans. Il travaillait pour mon père, il était vraiment excellent dans son domaine et très passionné. Nous nous sommes donc lancés dans cette aventure assez tôt. Nous avons appris ensemble, nous avons commis des erreurs ensemble, nous avons grandi ensemble et finalement nous avons connu de grands succès ensemble. Nous avons également connu des moments difficiles et décevants, beaucoup même. Je pense qu'il est difficile de déterminer une seule raison pour laquelle quelque chose fonctionne. J'adhère à la philosophie selon laquelle c'est en apprenant à connaître les gens et en les côtoyant qu'on comprend pourquoi ils en sont là où ils en sont. Et c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que nous sommes des gens qui partagent une vision. Depuis mon adolescence, j'ai toujours su où je voulais aller et ce que je voulais faire dans le sport. Je savais que je voulais essayer d'être l'un des meilleurs cavaliers au monde. J'avais une vision de ce que je voulais construire et de ce à quoi cela ressemblerait. Ensuite, on s'entoure de personnes vraiment compétentes, expertes dans leur domaine. Car dans un monde en constante évolution et de plus en plus complexe, où nos sports et nos activités se complexifient également, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Ce n'est pas un travail individuel. Il faut s'entourer des meilleurs. Certaines relations naissent par hasard, par une interaction fortuite, d'autres sont recherchées. Il faut également être prêt à décider quand quelque chose ne convient pas à votre vie et à votre carrière et ne pas avoir peur de s'en éloigner pour prendre une direction positive. C'est parfois difficile, mais j'ai eu de la chance. J'ai noué des relations qui m'ont été extrêmement bénéfiques et qui m'ont soutenu sur le plan personnel et aussi, bien sûr, sur le plan professionnel. Cela vaut également pour différentes personnalités professionnelles en Europe qui souhaitaient s'associer à nous, à notre projet et à nos objectifs et nous aider à accéder à certains des meilleurs chevaux. Je dirais également que c'est grâce à nos sponsors et nos propriétaires, les personnes qui ont adhéré à nos objectifs et au niveau d'excellence que nous cherchions à atteindre. Ils souhaitaient faire partie de cette aventure et nous leur sommes très reconnaissants de nous avoir soutenus. J'ai eu accès à de meilleurs chevaux et nous avons commencé à gagner. Et gagner renforce toujours la confiance en soi, ça donne envie d'aller plus loin et de repousser ses limites. Je dirais que ce que j'apporte personnellement, c'est cette vision de l'avenir. Et ma personnalité est telle que je n'en ai jamais assez. Ce n'est jamais assez bien. Je ne me repose certainement pas sur mes lauriers. Nous avons une blague dans notre écurie. Plus nous gagnons, plus je peux être difficile à vivre, car j'ai toujours peur que nous prenions du retard ou que nous nous reposions sur nos acquis. Je redouble d'efforts dans ces moments-là, et c'est contagieux. En même temps, c'est aussi assez difficile à gérer. Il faut donc trouver cet équilibre. Et puis, à mesure que votre famille s'agrandit, non seulement les personnes qui vous entourent, mais aussi vous-même, vous avez des relations et des enfants. Vous devez intégrer toutes ces différentes dynamiques. Car à un moment donné, vous avez travaillé suffisamment dur et vous avez pris suffisamment de bonnes décisions, et même si vous traversez des moments incroyablement difficiles, et nous en avons connu beaucoup, nous avons commis de nombreuses erreurs, mais nous avons bénéficié d'un grand soutien.
Nous avons appris à surmonter ces erreurs et à les transformer en atouts. Puis un jour, vous vous réveillez, vous regardez en arrière et vous vous rendez compte que vous avez une belle carrière. McLean, votre père était un cavalier de haut niveau. Est-ce que c'était envisageable pour vous de ne pas faire carrière dans ce sport ? Vous avez toujours le choix. Je ne crois pas qu'il soit impossible de choisir autre chose. Bien sûr, nous subissons tous des pressions dans différentes directions. C'est la vie. Nous avons tous des aspects différents de notre éducation qui sont uniques avec des avantages, des inconvénients et des défis. Vous pouvez choisir d'utiliser ces avantages et ces inconvénients ou ces défis pour vous propulser dans une certaine direction ou comme excuse pour ne pas aller de l'avant. Je pense qu'au final, je ne vais pas dire que je n'ai jamais connu de moments de découragement, mais normalement, je parviens à canaliser cette énergie au bon moment et dans la bonne direction. Ma situation était intéressante car mes parents ont divorcé lorsque j'avais 5 ans. Mon père était cavalier de Grand Prix et il était toujours en concours. Pour entretenir une relation avec mon père, j'ai dû m'intéresser aux chevaux. Non pas parce qu'il y avait un problème dans notre relation, mais surtout parce qu'il voyageait beaucoup. Il était sur la route, il partait en concours. Si je voulais être avec lui, je devais aller en concours, pour ainsi dire. Cela m'a probablement encouragé un peu, car je voulais nourrir cette relation et cela a évolué à partir de là. Cependant, je dirais qu'au début de l'adolescence, je savais déjà que c'était ce que je voulais faire pour diverses raisons. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit unique. Je pense que nous avons tous cela dans notre éducation. On arrive à un certain stade de sa vie où l'on cherche quelque chose, où on a l'ambition de poursuivre une certaine carrière, notamment à cause des expériences que l'on a vécues. Pendant longtemps, en raison de différents problèmes familiaux, j'étais vraiment motivé par le fait que je voulais réussir pour mes parents, je voulais réussir pour mon père en particulier. Je voulais réussir dans le sport pour diverses raisons personnelles. J'ai toujours dû le faire pour ma propre satisfaction. Je pense que, heureusement, à ce stade de ma carrière, j'y suis plus que jamais. Donc c'est une situation agréable, mais cela a toujours été un défi pour moi. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont aidé en chemin, qui ont influencé votre équitation, qui vous ont aidé à évoluer dans votre carrière, en dehors de votre père bien sûr? Est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce qu'il y a eu des formateurs, des entraîneurs, d'autres cavaliers qui ont façonné votre carrière? Sans aucun doute, absolument. Il y en a trop pour les mentionner en 10 heures d'interview. Ayant grandi dans ce sport, j'ai eu l'occasion de nouer des relations non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue personnel avec les meilleurs de ce sport. Mon père a connu un grand succès et a été l'un des premiers grands marchands de chevaux aux États-Unis. Il importait des chevaux d'Europe. Très tôt, j'ai donc été en contact non seulement avec les meilleurs cavaliers et entraîneurs américains, mais aussi avec des Européens. J'ai fait partie de ce que j'appelle la génération charnière de notre sport. Jusqu'aux années 1970 environ, le saut d'obstacle et l'équitation, toutes disciplines confondues, étaient compartimentées entre les différentes nations. Les Français avaient une certaine façon de faire, les Italiens une autre, les Allemands encore une autre et les Américains une autre. À partir des années 70, avec l'ouverture des frontières et avec l'accès à l'information grâce à la technologie, on a commencé à voir apparaître un métissage. Des chevaux élevés en Europe pour le saut d'obstacle ont commencé à arriver aux États-Unis pour être vendus. Les cavaliers voyageaient à l'étranger. Il était plus facile de voir et de découvrir différents styles. Le sport est devenu plus international. C'est ainsi qu'est apparu ce que je qualifierais de style universel dans la manière d'entraîner. Quand on observe les meilleurs cavaliers, on constate que les Allemands ont une assiette en avant, tandis que les Français sont assis en arrière et savent rassembler leur cheval. The Germans can ride in a forward seat, the forward seat French can sit down in the saddle now and put the horse together. Les meilleurs peuvent faire tout cela. Et ils ont su les combiner pour créer ce qui est probablement non seulement la manière la plus efficace de monter et d'entraîner, mais aussi la capacité de varier cette approche en fonction du type de cheval qu'ils montent et des caractéristiques de celui-ci. Personnellement, j'ai été très tôt en contact avec de grands entraîneurs, ce qui était différent de mon père, mais il a toujours été très ouvert à ce type d'enseignement et d'éducation. Mon père venait d'un milieu ouvrier, il a appris à monter à cheval tout seul, il a vraiment commencé du mauvais côté, pour ainsi dire, mais il était intelligent et c'était en fait un très bon cavalier, très intuitif pour trouver comment mieux faire les choses et incroyablement ouvert d'esprit.
en particulier à l'égard du type de chevaux qui arrivaient aux États-Unis. Bert de Nometti a été la première grande influence ici aux États-Unis en matière d'équitation correcte, de position, de discipline, de manière militaire de faire les choses. En combinant cela avec un cavalier plus naturel et plus libre, comme la plupart des cavaliers ici aux États-Unis, cela a donné une manière très forte de faire les choses. Mon père était très positif à ce sujet. J'ai souvent dit au début de ma formation que les cavaliers issus des milieux équestres ouvriers étaient généralement très fermés à l'idée d'une équipe équestre américaine, d'une équitation qu'on peut qualifier de olympique. Mon père avait compris que c'était la direction que prenait ce sport et il n'était pas réfractaire à cette idée. J'ai donc été très ouvert à cette perspective qui était mon objectif ultime en tant qu'athlète. Au-delà de cela, comme je l'ai mentionné, les McKeever ont joué un rôle essentiel dans ma carrière et notre succès. Et puis, toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'interagir m'ont appris quelque chose. Certaines de ces leçons sont plutôt de l'ordre de ce qu'il ne faut pas faire, où il ne faut pas aller et ce qu'il ne faut pas devenir. Je ne peux pas affirmer avoir toujours fait les bons choix à cet égard. Ce n'est certainement pas le cas, mais j'ai essayé. Je me suis levé chaque jour et j'ai essayé de suivre les traces des personnes que j'admire dans ce sport, dans différents domaines. Des personnes comme Paul Schockemöhl et François Maty, qui ont su structurer une entreprise, développer ce sport et le faire prospérer économiquement, tout en produisant un grand nombre de chevaux de haut niveau et en créant un marché. D'autres personnes, comme Katie Prudent et Conrad Rumpfeld dans mon pays, ou Michael Matz, qui ont vraiment perfectionné l'art de l'équitation et de la compétition. Il existe également de nombreux autres exemples de gestion d'une écurie. Comme vous pouvez le constater ici, notre exploitation est vraiment axée sur la famille. Les gens viennent ici pour de longues périodes, même s'ils passent à autre chose dans leur vie et franchissent une nouvelle étape. Je pense que la plupart d'entre eux ont le sentiment d'avoir fait partie de quelque chose qui a changé leur vie, ce qui est le plus important. Nous poursuivons un objectif et nous travaillons très dur pour l'atteindre, en tant qu'équipe et en tant que famille, et c'est ça qui a inspiré les gens. Au bout du compte, qu'est-ce que le sport ? Le sport, c'est le conflit de la vie au milieu d'une arène. C'est un peu plus sûr en théorie, mais cela procure le même genre d'émotion. Cela crée du suspense. Le fait de participer à ces activités, d'avoir des responsabilités et d'être reconnu, je pense que cela vous investit et que cela devrait changer votre vie. Évidemment, cela a changé ma vie. Écoutez, je ne me fais pas d'illusions. Je crois avoir créé une idée et un ensemble d'objectifs que nous allons poursuivre. J'ai ensuite eu la chance que beaucoup de personnes croient en ces choses et souhaitent en faire partie. Vous avez évoqué le fait d'être un homme de cheval. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme de cheval pour vous ? Comment est-ce que vous pourriez décrire cette notion ? Je pense que c'est une idée abstraite et je pense qu'il existe de nombreuses définitions différentes. Je pense que nous rencontrons des difficultés en tant que sport dans une industrie qui s'est développée et qui est devenue très commerciale et nous ne pouvons pas faire autrement que de comprendre cela. Je ne pense pas être un cavalier brillant du point de vue de la connaissance des chevaux, comme était mon père, qui connaissait les chevaux dans les moindres détails. Je dirais plutôt que je suis un très bon manager de chevaux. Je propose des idées, j'élabore des stratégies, je mets en place une structure. Ensuite, j'ai toujours essayé de m'entourer de personnes que je considère comme vraiment brillantes dans ce domaine. Nous utilisons le terme d'homme de cheval, mais je parlerai de compréhension du cheval dans un cadre sportif. Je m'inspire d'autres sportifs. Par exemple, à une certaine époque dans le baseball américain, l'entraîneur était un ancien joueur. C'était lui qui sélectionnait les joueurs et qui établissait le programme d'entraînement. Il définissait les concepts de récupération à l'entraînement. Il était à moitié médecin, à moitié psychologue. Aujourd'hui, avec le développement de tous ces sports, il y a des spécialistes pour toutes ces différentes choses, et c'est la réalité. Je pense qu'il est très important pour la pertinence et le bien-être général des chevaux dans notre monde actuel que nous ayons des chevaux dans le sport, car si l'on regarde les industries dans lesquelles le cheval avait une importance vitale comme le transport et le travail, on constate que dans 95% des cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et dans 95% du monde, il n'est plus utile, il n'est plus utilisé du tout. And in 95% of the world, it is no longer relevant, is no longer used at all.
Et le dernier domaine où le cheval est très présent dans notre vie quotidienne, c'est le sport. Le cheval n'est pas un chien, si nous perdons cela, les gens ne vont pas s'en occuper dans leur jardin et dépenser des centaines de milliers de dollars pour les soigner et les nourrir, sans oublier qu'il représente un danger. Je pense qu'il est très important de comprendre que pour que le cheval reste pertinent et soit soigné, comme le sont nos chevaux de sport, et par extension pour que l'économie qui en découle, qui va bien au-delà du sport et qui prend soin aussi des chevaux sauvages, des chevaux sauvés et des chevaux à la retraite, continue d'exister, cela doit provenir de l'économie du sport. Nous devons donc travailler avec le cheval. Il y a un réel équilibre à trouver. Si nous pensons que nous allons retirer le cheval du sport et que toutes les personnes qui possèdent des chevaux vont continuer à dépenser ces sommes d'argent et avoir les compétences nécessaires pour prendre soin de ces chevaux correctement, alors c'est une erreur, ça n'arrivera pas. Je pense que c'est très naïf. Je lisais un article l'autre jour. À New York, à un moment donné, il y avait jusqu'à 150 000 chevaux. En l'espace de 5 ans, après l'introduction des taxis à New York, tous les chevaux avaient disparu. Ces chevaux n'ont pas tous mené une existence heureuse, et tous les autres chevaux qui auraient pu être soignés de manière adéquate et responsable n'ont pas bénéficié de ce changement et de cette transition. Je parle toujours de cela, de la place du cheval dans nos vies. Oui, il doit travailler avec nous dans une certaine mesure. Il doit y avoir une économie qui tourne autour de lui. Sinon, les gens ne pourront tout simplement pas s'en occuper. Pour moi, qui ai grandi dans une écurie, si je suis tout à fait honnête, je ne suis pas un rat d'écurie. Je ne suis pas un enfant passionné outre mesure du cheval. Cependant, j'ai un grand respect pour le cheval, car qu'il soit bon ou mauvais, talentueux ou non, s'il est sous ma responsabilité, sous notre protection, j'attends que l'on s'occupe toujours de lui de manière responsable. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui et les gens qui se soucient tellement de leur apparence, ils donnent une carotte quand la caméra est là, mais ils ne s'assurent pas que le cheval est nourri à 7 heures du matin, quand le soleil se lève. Pour moi, il est très important que j'apprécie beaucoup un cheval ou pas, que je lui en demande beaucoup ou pas, que ses besoins fondamentaux et ses soins soient accomplis selon certaines normes. Sinon, on n'a pas le droit de travailler avec des chevaux. En 2017, vous êtes devenu numéro 1 mondial. Est-ce que c'était un objectif dans votre carrière? Est-ce que vous avez tout mis en œuvre pour rester à ce niveau-là le plus longtemps possible? On a discuté de ça avec Peder Fredriksson et avec Henrik von Eckermann. Et Peder nous a confié que c'était un objectif, qu'il l'a fait, mais qu'il était tellement difficile de rester numéro 1 mondial que pour lui, c'était plus une case à cocher. Quant à Henrik, et je pense qu'on lui posera la question cet après-midi, mais je crois que pour lui, rester numéro 1 mondial est un objectif. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Bien sûr, c'est un objectif. Tout le monde aimerait être numéro 1 dans son sport et dans sa profession. C'était un objectif que j'avais envie d'atteindre. Je ne suis pas resté numéro 1 mondial très longtemps, car cela n'a jamais été mon objectif prioritaire. Je pense que pour rester numéro 1, il faut non seulement connaître un succès incroyable au plus haut niveau du sport, mais aussi participer à plus de compétitions que je ne le souhaite. Ce n'était pas le bon équilibre pour moi. Ce n'est pas le bon équilibre pour moi de poursuivre cet objectif. J'ai toujours pensé que si je pouvais devenir numéro 1 mondial en pratiquant ce sport comme je le souhaite, selon mes propres conditions, ce serait une grande réussite. Si je devais participer à 50 concours par an et sauter beaucoup, je pense qu'en moyenne, chaque mois, la plupart des cavaliers présentés dans le top 10 avec moi à l'époque avaient 20 à 30 fois plus que résultat que moi. Cela représente 20 à 30 épreuves supplémentaires par saison. Maintenant, le système est évidemment un système qui s'appuie sur des moyennes. Il reflète donc les classements. Ce n'est pas simplement en participant à plus d'épreuves que l'on obtient plus, mais on se donne plus de chances, pour ainsi dire. Et ce n'est pas ainsi que je souhaite pratiquer ce sport. J'aime toujours participer aux événements que j'apprécie et faire du concours comme je le souhaite. J'aime beaucoup changer de chevaux et leur accorder beaucoup de repos. Je dirais que mes chevaux, si on regarde les statistiques, sont probablement un peu moins performants que ceux de la plupart des autres cavaliers. C'est particulièrement vrai pour mes chevaux de tête. Je pense qu'Azur, au cours des 2 dernières années de sa carrière, a participé à 6 grands prix par an. Alors oui, est-ce que je souhaitais être numéro 1 mondial? Est-ce que je voulais cocher cette case? Est-ce que j'aimerais certainement avoir un cheval suffisamment bon, pour ainsi dire, pour y revenir? Parce que c'est possible si vous avez un cheval superstar qui gagne pratiquement toutes les grandes compétitions, ce qui était le cas quand j'étais numéro 1 mondial.
Azur était au sommet de sa carrière et chaque fois qu'elle allait en piste, elle gagnait pratiquement. Oui, c'est une belle récompense. Est-ce que c'est ce pourquoi je me lève le matin et ce vers quoi je travaille? Non, j'aimerais rester dans le top 10, le top 15, pouvoir aller où je veux en concours, mais remporter le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, remporter Calgary, remporter la médaille d'or olympique, tout cela est bien plus important à mes yeux. Vous avez mentionné précédemment que vous aviez connu des revers, des moments difficiles, et pourtant, quand on regarde la liste de vos résultats, de votre palmarès, on a l'impression que vous avez été au sommet chaque saison, chaque année, à chaque championnat. Every season, every year, every championships, you haven't missed a selection almost. Vous avez pratiquement jamais manqué une sélection. J'aimerais en savoir plus sur votre système, comment est-ce qu'il fonctionne. Parce que pour être sélectionné en équipe, pour être classé aux Jeux panaméricains, en championnat du monde, aux Jeux olympiques, bien sûr, il faut avoir le bon cheval, mais il faut aussi beaucoup de travail et un système. Comment est-ce que vous avez construit ce système pour rester au plus haut niveau, saison après saison? So that you can last over season after season into top sports. Ce dont je suis très fier, bien plus que d'être numéro 1 mondial, c'est que, mis à part, lorsque j'ai dû me retirer des Jeux panaméricains, parce que mon cheval s'était blessé juste avant, je pense que nous avons maintenant remporté 14 ou 15 championnats consécutifs dans des pays majeurs ou dans des régions de très haut niveau. On voit parfois des nations émergentes remporter 5 ou 6 titres, mais c'est un scénario différent. C'est quelque chose dont je suis vraiment fier et qui, selon moi, reflète plusieurs choses. Je pense que cela reflète un système très bien structuré pour se préparer à un championnat. C'est aussi, je pense, la raison pour laquelle nous avons pu encadrer certains cavaliers au cours de la dernière décennie qui ont eux aussi participé à des championnats. Who also have gone to championships, Adrian Sternlicht, Lily Keenan, Lucy Deslauriers, Jessica Springsteen, Adrian Sternlicht, Lily Keenan, Lucy Deslauriers, Jessica Springsteen et Katie Dynam même un peu avant cela. C'était au début et elle était plus jeune. Mais aujourd'hui, nous avons montré comment nous pouvons utiliser ce système et l'intégrer à leur propre approche. Il n'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose, mais il faut reprendre cette structure, la mettre en place, avec les bons chevaux, ce qui est essentiel, et les bonnes personnes autour qui sont capables d'être au top au bon moment. C'est quelque chose dont je suis extrêmement fier et auquel je consacre une grande partie de mon temps. Je travaille toujours à rebours à partir de l'objectif principal, par exemple les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Los Angeles sont déjà dans ma tête. J'ai une structure approximative de la manière dont nous allons y parvenir. Je commence à réfléchir à la manière dont je vais non seulement avoir un pré-cheval éventuellement pour cet événement, mais aussi mettre toutes les chances de mon côté en ayant plusieurs options. Ensuite, lorsque l'on pense au championnat du monde à Aix-la-Chapelle dans 2 ans, le délai est évidemment plus court, ce plan est plus précis, et à mesure que le délai se raccourcit, le plan devient de plus en plus détaillé, plus vague, plus long, puis plus détaillé, et puis, encore une fois, il faut avant tout disposer de l'infrastructure nécessaire pour soutenir tout cela. Je monte bien. Je suis un bon cavalier, mais nous sommes 10 ici à travailler dans le même sens pour garder ces chevaux en bonne santé et bien préparés, et pour essayer non seulement de les amener à leur meilleur niveau, mais aussi de faire face aux blessures, aux contretemps et à tout ce qui ne fonctionne pas. Tout cela est donc en place. Je dirais que c'est probablement la principale raison de notre succès. Et puis, j'ai bénéficié d'un soutien formidable de la part de sponsors exceptionnels qui ont répondu présent lorsque je leur ai demandé et qui nous ont aidés à acheter des chevaux, à former de jeunes chevaux, à faire tout ce qui était nécessaire pour avoir les meilleurs atouts à notre disposition. And supported us with the purchase of horses, developing young horses, whatever it's needed to have the players. Car au final, le cheval est un véritable athlète. Vous pouvez être le meilleur cavalier du monde et être extrêmement organisé. Si vous n'avez pas un cheval suffisamment performant, vous restez dans la moyenne. C'est ainsi que cela fonctionne. And frankly, flip side, you can have a brilliant horse and make a few mistakes and still win. À l'inverse, vous pouvez avoir un cheval exceptionnel, commettre quelques erreurs et quand même gagner. Je pense que la structure mise en place a été essentielle. Je pense qu'il faut commencer par définir un objectif. Mon objectif est de participer aux Jeux Olympiques et de remporter une médaille. Et quels que soient les revers qui se présentent en cours de route, j'essaie de ne pas me laisser décourager. Et je dois dire que Tokyo en est un excellent exemple. Tokyo a été une préparation incroyablement unique. Évidemment, la Covid a frappé, notre sport a continué, mais les Jeux Olympiques ont été reportés d'1 an. À l'époque, j'avais 2 cavaliers, tous 2 candidats. En fait, 3 cavaliers. J'ai des Lucy Deslauriers qui travaillent également avec son père, Lily Keenan et Adrian Sternlicht, tous en lice pour une place dans l'équipe. Et tous présélectionnés.
En gros, nous avons adopté l'approche suivante. Nous allons nous préparer pour cette date. Si elle est annulée et reportée, nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort. Nous allons réévaluer notre plan et nous préparer pour la nouvelle date, quelle qu'elle soit. Nous avons suivi cette approche pendant 2 ans et demi, en étant toujours prêts à faire face à tout changement dans la période précédant l'événement. Je pense que cela nous a permis à tous d'être là. J'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Et les 3 autres cavaliers étaient tous remplaçants. Cela a donc été très difficile. Ce fut une série de défis uniques et très enrichissants. Techniquement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous entraînez un cheval que vous venez d'acheter en vue d'un championnat dans un but précis? Est-ce que vous avez une méthode régulière, habituelle? Est-ce que vous essayez simplement d'atteindre un objectif après l'autre jusqu'à ce que vous estimiez que le cheval est prêt pour l'objectif défini? Il n'y a pas de méthode unique, car tous les chevaux arrivent à des moments différents, avec des parcours différents et des antécédents différents. J'ai commencé à monter Sapphire à l'âge de 7 ans. Elle a progressé et on l'a formée pendant 2 ans. Elle a participé à ses premiers Jeux Olympiques à Athènes à l'âge de 9 ans, puis a participé à 2 Jeux Olympiques et 2 championnats du monde, ce qui est tout à fait exceptionnel dans notre sport. À l'inverse, Ilex avait 10 ans lorsque j'ai commencé à le monter. Il avait déjà une certaine expérience en Grand Prix et nous pensions qu'il était prêt à passer au niveau supérieur, celui des championnats. Et comme il avait été très bien préparé, j'ai pu progresser très rapidement au cours des premiers mois l'année dernière. Nous essayons également de renforcer notre équipe, car j'avais une jument appelée Calas, qui avait également connu beaucoup de succès, mais qui prenait de l'âge. Nous avons donc décidé de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Comment savoir si, en cas de problème, nous ne nous retrouverions pas dans une situation sans issue? Nous avons pris tous ces éléments en considération. Il faut toujours colmater les brèches, pour ainsi dire, et s'assurer non seulement que tout se passe comme prévu, mais aussi essayer de prévoir les imprévus. Maclean, vous êtes le cavalier américain le plus titré de tous les temps. Vous représentez et vous êtes également l'image de ce pays, à l'instar d'un Steve Garda pour la Suisse ou d'un Roger Federer pour le tennis. Est-ce que vous considérez qu'il est de votre devoir d'être ambassadeur de votre sport et de défendre des causes importantes? 100%, et être mentionné aux côtés de 2 athlètes pour lesquels j'ai une admiration incroyable, non seulement en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'êtres humains. Ce que j'apprécie, ce que je vois lorsque vous mentionnez des personnes comme Steve Garda et Roger Federer, et je suis certain qu'il y a d'autres athlètes que je pourrais citer, comme Jack Nicklaus dans le golf, et de nombreuses autres personnes que j'admire dans différents sports et que j'essaie de suivre. Ce sont des personnes qui, selon moi, ont fait de leur mieux pour respecter un ensemble de principes. Oui, il y a le succès, oui, il y a l'argent, mais l'ensemble des principes qui les guident dans leur façon de jouer, de travailler avec les gens et pour nous, avec les chevaux qui les entourent, la façon dont ils essaient de s'améliorer à chaque instant et de comprendre que ce qu'ils font ne se résume pas à gagner ou perdre, mais que c'est le reflet de la carrière qu'ils ont choisie et qu'ils souhaitent laisser dans un meilleur état qu'ils ne l'ont trouvé. Et comment allez-vous inspirer les autres? Votre héritage ne se résume pas nécessairement à ce que vous avez gagné, il s'agit de la manière dont vous allez inspirer la prochaine génération de fans. Je pense que l'on retrouve ce point commun chez les gens, en particulier chez les athlètes, mais aussi probablement dans le monde des affaires et dans d'autres domaines. Ce qui inspire, ce n'est pas toujours la victoire ou la défaite, même si cela doit être un facteur pour que les gens vous suivent et s'engagent à vos côtés, car les gens suivent les personnes qui réussissent. Mais avez-vous essayé de vous conformer à un ensemble de principes qui sont peut-être plus grands que vous, plus grands que le sport et plus grands que votre succès actuel? Quels seraient ces principes? Quel est l'héritage que vous souhaitez laisser aux sports équestres à la prochaine génération de cavaliers? Quel message est-ce que vous aimeriez transmettre aux jeunes cavaliers qui aspirent à devenir les Maclean Ward de demain, à connaître le même succès que vous? Et quelle responsabilité est-ce que vous souhaitez assumer à l'égard du sport et aussi envers l'avenir des sports équestres et de l'équitation? I think the first principle that we all
Je pense que le premier principe que nous essayons tous de respecter est la manière dont nous traitons nos chevaux et les personnes qui nous entourent. C'est l'essence même de la vie. Comment traitez-vous votre entourage? Comment essayez-vous d'aider, d'encourager et de soutenir votre entourage? Nous sommes limités, nous ne pouvons parfois pas faire plus et cela peut être frustrant. Cependant, si vous vous levez chaque jour avec l'idée que vous souhaitez bien travailler et bien traiter les chevaux, les cavaliers et les professionnels qui vous entourent, que vous souhaitez exercer votre art avec le plus d'excellence possible, cela fait une grande différence. Il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il existe une bonne et une mauvaise façon de monter à cheval et que les mauvaises pratiques et un mauvais entraînement ont un impact négatif sur les chevaux et les personnes qui nous entourent. C'est pourquoi il est important d'essayer de suivre les principes qui ont fait leurs preuves au fil des ans, comme une bonne équitation classique, une bonne gestion des chevaux et une bonne façon de travailler avec eux. La technique repose sur la science. Ce n'est pas seulement parce que je pense qu'une technique est meilleure qu'une autre. Dans tous les sports, il y a des personnes qui ont une mauvaise technique et qui réussissent. Cependant, la science et la physique prouvent qu'une certaine façon de courir permet d'aller plus vite. Frapper à un club de golf d'une certaine manière permet de frapper plus loin. Monter d'une certaine manière offre un meilleur équilibre et plus de liberté au cheval. Ce sont donc des principes scientifiques que nous devons rechercher pour mieux pratiquer notre art qui est notre sport. C'est très important. Et je pense que pour moi, à mesure que ma carrière avance, les gens parlent beaucoup de l'héritage ou de ce qu'on aimerait qu'on retienne de nous. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a bien pratiqué son sport, qui a commis beaucoup d'erreurs et qui a toujours essayé de faire mieux le lendemain. Je n'ai jamais laissé ces erreurs me définir, j'y suis parfois parvenu, j'ai parfois échoué, mais je m'efforcerai davantage demain. Je pense que c'est très important dans tout ce que l'on entreprend dans la vie. I've succeeded at that sometimes and I've failed at it, but I will try harder tomorrow. You know, I think that's very important in anything that you tackle in life. Il y a un sujet qui revient souvent dans ce podcast, c'est l'évolution du sport au cours de la dernière décennie, voire des 2 dernières décennies, je ne sais pas, peut-être 15 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de compétitions, aussi beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de cavaliers, de chevaux sur les circuits, et les circuits eux-mêmes ont beaucoup évolué. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça contribue à la promotion du sport ? Est-ce qu'il y a des aspects ou qui devraient être traités par les acteurs du secteur, les membres de la fédération par exemple ? Comment est-ce qu'on peut continuer à se développer aussi rapidement, aussi loin, sans nuire à terme à l'essence même de ce sport ? C'est une excellente question qui comporte de multiples facettes et qui est assez complexe. La croissance présente de nombreux avantages, mais il y a toujours des inconvénients, et pas seulement dans les sports équestres. Ce qui rend cela particulièrement évident dans les sports équestres, c'est que nous avons affaire à des animaux vivants envers lesquels nous avons une responsabilité considérable, et à mesure que notre sport se développe, en particulier avec ce que nous appelons en anglais les White Elephant Topics, il y a plus de cavaliers amateurs, plus d'argent, plus de coûts, plus de concours. Ce sont des sujets un peu tabous. Nous devons, encore une fois, suivre de véritables professionnels ce concept de professionnalisme. Ce n'est pas un concept économique. Je vois beaucoup de jeunes cavaliers ou de cavaliers professionnels issus de familles très aisées et qui bénéficient de cet avantage, et ils ont toujours une grande envie de bien faire, de travailler dur. Ce n'est donc pas cela qui définit le professionnalisme, mais plutôt le respect des concepts professionnels. Prendre soin des chevaux, bien les entraîner, bien les monter, les amener au concours de manière responsable. Je dis toujours que notre sport est devenu un peu comme une station de ski. S'il y a de la neige, nous sommes ouverts, et si cela correspond à votre emploi du temps. L'inconvénient, c'est qu'il y a 1 million de personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas informées ou qui ne sont tout simplement pas exposées à l'idée que le cheval ne doit pas aller en piste chaque fois que vous êtes disponible et que cela vous arrange. Nous avons un nombre croissant d'entraîneurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui ont très peu d'apprentissage dans leur carrière, voire aucun. Et comme nous sommes une activité en pleine croissance économique, ils peuvent trouver de bons clients et acheter des chevaux coûteux. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont compétents dans leur domaine ou que c'est bon pour le cheval ou le cavalier, pour être honnête. Cependant, ils ont le don de la parole, ils vous disent que vous êtes formidable et que ce n'est pas votre faute si vous avez fait tomber une barre. C'est votre cheval qui n'est pas bon ou votre entraîneur qui a commis une erreur, ou encore qu'on vous a vendu un mauvais cheval.
C'est donc un défi permanent auquel nous devons faire face. Encore une fois, je le répète, il faut adhérer à de bons principes, à l'équitation classique, à un bon entraînement. Où avez-vous appris? Acquérir une formation, faire un apprentissage, s'entourer des meilleurs. Classical riding, good training. Where did you learn? Gain education. Do an apprenticeship. Circle yourself with the best people. Si nous faisons cela, non seulement nous grandissons en tant qu'individus, que ce soit en tant que clients, amateurs, professionnels ou propriétaires, mais les entraîneurs grandissent également. Je veux dire, depuis le jour où je suis né, j'ai eu la chance d'être entouré des meilleurs dans ce secteur, de voir le bon et le mauvais. J'ai ensuite dû faire des choix pour moi-même, décider comment je voulais mener ma carrière et de qui je voulais m'entourer. Lorsque l'on n'est pas exposé à cela et que l'on ne choisit pas de se former de cette manière, il est difficile de pouvoir former les autres. C'est intéressant. Dans toute industrie en pleine croissance, on constate que l'on ne peut pas exercer la médecine sans avoir suivi une formation spécifique. Et même dans ce cas, il y a des problèmes avec de mauvais médecins, n'est-ce pas? C'est la même chose dans tous les domaines. Il y a des effets négatifs, comme vous le disiez, si quelqu'un qui n'est pas un bon médecin s'occupe des gens. Nous devons lutter contre cela par l'éducation et le respect des normes professionnelles. McLean, pour avoir tous ces titres, pour avoir autant de succès, il faut consacrer toute sa vie à son sport. Et c'est sans doute ce que vous avez fait. Maintenant, vous avez 2 jeunes enfants et notamment une petite fille qui monte à cheval. Nous avions vu qu'à votre retour de Paris, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour être présent pour elle. Est-ce que vous avez finalement réussi à trouver l'équilibre entre votre vie sportive, professionnelle et votre vie personnelle? Est-ce que ça a toujours été facile de trouver le bon équilibre? Trouver l'équilibre entre ces 2 vies a été facile pour moi, car ma femme et moi ne recherchons pas vraiment un équilibre impossible à atteindre. Nous aimons cette vie, c'est notre vie. Nous ne souhaitons pas vraiment faire autre chose. Ce n'est pas que nous ne prenons pas de pause ou que nous ne pratiquons pas de loisirs, mais nous ne cherchons pas à trouver un équilibre abstrait dans notre vie. Elle aime les chevaux, elle aime le sport, elle comprend cette vie. Je suis blessé en ce moment, je n'ai rien à faire de spécial. Ce n'est pas que l'on ne se fatigue pas un peu, que l'on ne s'épuise pas un peu ou que l'on ne cherche pas à souffler de temps en temps. Bien sûr que si, c'est naturel. Mais lorsque j'entends les gens parler d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce n'est pas ce que je recherche. Mon travail est ma vie est mon travail. Je considère cela comme une chance incroyable. C'est aussi quand j'entends les gens parler de retraite que cela me semble être un gros mot. La retraite, cela n'a aucun sens pour moi. Je veux rester dans mon sport, que ce soit en tant que compétiteur, en tant que mentor pour d'autres cavaliers ou en tant qu'homme d'affaires vendant des chevaux, ce que j'apprécie également, ainsi que mettre en relation les chevaux et les cavaliers. Je ne recherche pas et ne ressens pas le besoin d'un équilibre dans ma vie. Je dois toutefois faire attention, car ma fille commence à monter à cheval et ma fille aînée prend ça de plus en plus au sérieux. Ma cadette s'amuse encore. Évidemment, je suis très compétitif et j'ai suffisamment d'expérience. Je vois les pièges et j'essaie de trouver le juste équilibre entre lui offrir toutes les opportunités, lui faire profiter de mon expérience et de mes connaissances, mais aussi ne pas lui mettre trop de pression et la laisser suivre son propre chemin et faire ses propres erreurs. Je pense que l'une des choses qui nous a beaucoup aidé au fil des ans, Lee et moi avons débuté dans ce sport ensemble. Nous avions à peu près le même âge, nous étions 2 jeunes hommes, et nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais nous avons appris ensemble. Maintenant que tout est bien installé, ce qui est toujours plus facile à dire quand tout est bien construit, ces voyages et ces faux pas ont été très bénéfiques. Je dois permettre à mes enfants de faire également ces faux pas. C'est difficile. Parfois, je dois prendre du recul. Mais j'ai de la chance. J'ai 2 jeunes filles formidables et intelligentes et j'ai une femme exceptionnelle qui ne me complique pas la vie, pour être honnête. Nous vivons un rêve. McLean, on arrive à la fin de cette interview. On aime parler du parcours, des défis, de la philosophie du sport, des cavaliers que l'on interviewe, mais nos auditeurs nous ont aussi mis au défi d'inclure et d'intégrer un peu de technique dans nos épisodes. On va donc vous poser quelques questions un peu plus techniques pour que les personnes qui écoutent puissent tirer quelque chose de cette interview pour leur pratique.
La première, ça concerne la reconnaissance. On avait discuté avec Eric Navet à Genève, il y a un mois, de la façon dont il avait préparé et accompagné Karl tout au long des Jeux Olympiques. Et j'étais très proche d'eux quand ils discutaient de la fin de l'échauffement et qu'ils parlaient de la reconnaissance du parcours, justement. Et j'aimerais savoir si, comme un Eric Navet, vous visualisez le parcours, si, comme un Eric Navet, vous avez un plan A, un plan B, un plan C, voire même un plan Z, parce que c'est le cas d'Eric. Do you have tips or method like Eric would do? Pour savoir comment vous allez monter ce parcours. Comment est-ce que vous faites une reconnaissance et dans quelle configuration est-ce que vous entrez en piste? How do you walk a course to be able to be confident enough to enter the ring? D'accord, il y a plusieurs réponses à cette question. Je suis moi-même un fervent adepte de la psychologie du sport, que j'utilise pour devenir un meilleur athlète, un meilleur penseur et améliorer ma vie en général. J'ai commencé en 2008. Si j'aborde ce sujet, c'est parce que c'est une longue histoire que je suis toujours disposé à partager. The reason I touch on that, that's a very long conversation, but and one I'm always open to share. Cependant, lorsque j'ai cherché un véritable soutien professionnel dans ce domaine, j'avais déjà remporté 2 médailles d'or. On pourrait donc dire que ma carrière se déroulait bien, mais je savais que le côté mental du jeu était quelque chose que je pouvais vraiment améliorer. Je pense que dans le sport aujourd'hui, on cherche à pousser chaque domaine à son plus haut niveau d'excellence. J'utilise donc la visualisation et toutes ces techniques, mais pas de manière rigide. Pour moi, je dois sentir où j'en suis, dans quelle zone je me trouve, comment mon cerveau fonctionne, quelles sont mes distractions, puis m'adapter en conséquence. Not in a rigid way. For me, I have to feel where I'm at, what zone I'm in, how my brain's working, what distractions I have. Je pense qu'il faut faire cela, surtout si vous avez une personnalité analytique, comme c'est mon cas. Il faut faire attention à ne pas trop compliquer les choses. On peut aussi aller trop loin. On peut se paralyser avec des complications et trop réfléchir. Careful not to overcomplicate things. Also, you can go too far. You can paralyze yourself with, complication and overthinking. Mais encore une fois, il faut avoir un schéma. Comme je ne pense pas avoir été l'un des plus talentueux au début, j'ai très vite compris que je devais contrôler tous les aspects et toutes les variables que je pouvais contrôler. Les chevaux sont uniques en ce sens qu'il y a tellement d'éléments qui échappent à votre contrôle. Je veux parler des variables normales, comme la météo, les conditions, le sol, le parcours, le public, les bruits. There are so many parts of it that are out of your control. I mean, the normal variables, weather, conditions, footing. Et maintenant, nous allons prendre un animal de 540 kg qui a son propre cerveau et sa propre expérience, et nous allons lui demander de faire quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement, du moins pas de la même manière que nous, et de travailler avec nous. Il y a donc beaucoup de variables. J'ai donc toujours dit que j'allais contrôler tout ce que je pouvais contrôler et le faire au mieux de mes capacités. Cela me rassure. Je trouve cela rassurant. Par exemple, lorsque je parle de monter un parcours, je suis surpris de voir que certaines personnes ne sont pas rigoureuses et disciplinées dans leur approche. Moi, je veux connaître toutes les options, rechercher tout ce que je peux percevoir visuellement, ce que le cheval pourrait percevoir, comment les choses vont se dérouler. Peut-être pas toutes les options de A à Z, mais s'il réagit de cette façon, s'il réagit de cette autre façon, comment vais-je m'adapter ? Maybe not options A through Z, but if he reacts this way, if he reacts that way, how am I going to accommodate that? Et puis aussi, surtout au plus haut niveau, je dois savoir dans une certaine mesure comment mon cheval va réagir à certaines choses, ses faiblesses, ses forces, ses peurs, sa confiance, et me dire, je sais que mon cheval va avoir du mal avec ça, mais ce n'est pas difficile pour lui. C'est ça, connaître son partenaire. J'avais une blague récurrente avec certains de mes amis allemands. Ils ne marchaient pas la piste avant d'aller sauter et je leur demandais pourquoi. Ils me répondaient que cela portait malheur. Je leur disais que pour moi, ne pas connaître le parcours, c'était une malchance. C'est ridicule. Aujourd'hui, cela a changé dans ce sport. L'idée qu'on ne puisse pas faire la reconnaissance au plus haut niveau est absurde. C'est comme être un alphabète, j'essaie. Le parcours à pied en est un excellent exemple, mais j'essaie d'être extrêmement discipliné sur les choses que je sais pouvoir contrôler à 100%, car il y a tellement de choses que je ne peux pas maîtriser de cette manière. Quel est votre exercice de gymnastique préféré à faire à la maison ? Beaucoup. J'apprécie la gymnastique. J'ai été formé à considérer cela comme un outil très important dans l'entraînement des chevaux. Depuis des années, j'apprécie particulièrement de mettre 3 verticaux consécutifs avec une foulée au milieu. En Amérique, nous mesurons en pieds, donc 19 ou 20 pieds. Je ne sais pas à combien cela correspond en mètres, mais c'est un peu plus court qu'un pas. J'ai rarement rencontré un cheval qui n'en tire pas profit. C'est un exercice agréable qui permet au cheval de prendre son temps et d'utiliser sa technique au mieux de ses capacités. J'apprécie également les lignes de barre au sol. Je m'entraîne avec des lignes de barre au sol. Je souhaite que le cheval apprenne et fasse toujours par lui-même, mais je n'aime pas le piéger ou le tromper.
I want the horse to always be learning and doing it on his own, but I don't like to trick or trap the horse. Quelle est la première chose que vous regardez quand vous essayez un cheval ou que vous voulez acheter un cheval pour le haut niveau? La première chose que vous voulez ressentir ou obtenir de lui? C'est intéressant. En grandissant, ma première préoccupation était la technique du cheval, son style. Cependant, avec l'évolution du sport, celui-ci est devenu beaucoup plus délicat et la vitesse a considérablement augmenté. Je pense que l'instinct du cheval pour sauter proprement est très important. Avant, je pensais que si un cheval sautait bien, dans un style classique traditionnel, mais qu'il avait toujours une faute à l'entraînement, il pouvait s'améliorer. Cependant, aujourd'hui, j'accorde beaucoup d'importance au fait qu'un cheval effectue les parcours sans faute dès le début, même à un niveau modeste, même s'il le fait à sa manière ou s'il n'est pas parfaitement dressé. Il doit avoir l'instinct de sauter sans faute. Pour moi, c'est un facteur déterminant. Lorsque je monte un cheval et qu'il possède cet instinct, je suis prêt à faire des concessions dans beaucoup d'autres domaines. Cependant, lorsque j'essaie un cheval, le rythme du galop, le fait que le cheval ait un bon galop est extrêmement important pour moi. Idéalement, j'aimerais que le cheval ait une bonne bouche pour avoir le contrôle. Mais comme je l'ai dit, si je pense que le cheval a du talent, je suis prêt à fermer les yeux sur ses petits défauts. But like I said, if I think the horse has talent, I'll forgive those things a bit. Une dernière question, peut-être un peu moins technique, mais est-ce qu'il y a un cheval en particulier qui a marqué votre carrière? That has marked your career. I mean, that's hard to say because I've been, C'est difficile à dire, car d'une certaine manière, tous les meilleurs chevaux ont été extraordinaires. Évidemment, ma première réponse aura été Sapphire et Azure. Ce sont deux chevaux qui ont été parmi les meilleurs dans ce sport, et j'ai eu la chance de les avoir et de les garder longtemps. Le cheval dont j'étais le plus fier était Rothschild. C'était un cheval unique et excentrique avec qui j'aurais probablement pu abandonner à plusieurs reprises. Sans certaines personnes de mon entourage, notamment mon père, qui m'ont encouragé à continuer à croire en lui, mais n'ayant jamais accompli de choses aussi extraordinaires. En réalité, ce cheval est devenu un véritable ami. J'ai toujours eu un immense respect pour les chevaux, mais je n'ai pas besoin d'être le meilleur ami d'un cheval pour réussir. Nous sommes des professionnels. Il est un professionnel, je suis un professionnel, mais Rothschild est vraiment devenu mon compagnon. Je suis reconnaissant envers tous ces chevaux, même les plus insensibles et les plus contagieux qui m'ont tant donné. Ce fut une relation de courte durée. Mais nous avions tous deux du talent et nous l'avons mis en commun. Certains n'ont pas connu une carrière très brillante, mais ils m'ont beaucoup appris. Je leur en suis reconnaissant à tous. Et le meilleur reste à venir, j'en suis certain. Maclean, quels sont vos prochains défis maintenant? Je dois reprendre rapidement l'entraînement avant de m'y remettre à fond. Je ne pense pas que cette année soit une année de championnat pour nous. J'aimerais essayer de cocher le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle sur ma liste. C'est notre objectif principal pour cette saison. L'année prochaine, ce sera les championnats du monde à Aix-la-Chapelle. Ce seront mes derniers championnats du monde dans la cathédrale de notre sport. Pour moi, c'est un endroit unique au monde. On dit que c'est un lieu sacré. Et puis, il y aura à nouveau les Jeux Olympiques dans mon pays. Je pense que si je réussis bien lors de ces événements, je serai prêt à passer le flambeau à la génération suivante. Have some great results at these things. I'm ready to be behind the next generation. Thank you so much, Maclean, for your time. Thank you. No problem, guys.